Donc Madame Salim, merci de me laisser la parole tout de suite. Alors, le clampage tardif du cordon est une technique qui est ancestrale, si je puis dire, et les débats dans la littérature ont repris il y a à peu près une vingtaine d'années pour se dire, en tout cas dans nos pays européens et aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Afrique, pour se dire, faut-il ou pas clamper le cordon rapidement? Et puis en France, on a une petite poussée, un peu de grossesse physiologique, babacou, l'écolo, il ne faut surtout pas couper le cordon, il faut accoucher dans toutes les positions, il ne faut pas faire d'épisiotomie, enfin bref. Et donc il était important d'évaluer scientifiquement ce que cela peut apporter ou pas. Alors, quelques rappels physiologiques, et donc c'est toujours bien les rappels, c'est toujours bien quand on vous confie des exposés parce que ça nous remet les idées en place. Le placenta du nouveau-né à terme contient environ 100 ml de sang fœtal avec les caractéristiques importantes de ce sang fœtal. C'est-à-dire que c'est un sang qui est oxygéné, c'est un sang qui est riche en hémoglobine fœtale, qui a la particularité d'avoir une avidité pour l'oxygène qui n'est pas la même que celle de l'hémoglobine adulte. Et donc ça, c'est très très important pour délivrer de l'oxygène au tissu. Et il y a également des cellules souches hématopoïétiques, mais ici, ça n'aura pas trop d'importance. Après, bien sûr que le clampage du cordon et la section du cordon est un événement capital de la vie, puisque c'est la naissance. L'enfant est séparé de sa maman. Bon, il y a des gamins qui ne coupent pas vraiment le cordon et qui sont à notre charge pour encore de nombreuses années. Mais ça, c'est autre chose. Et puis, dans les cultures anciennes, quand on regarde, il n'y avait pas de section du cordon et on attendait que les pulsations spontanées s'arrêtent spontanément. Voire même, on attendait l'expulsion du placenta. Et donc, ça, c'est des diapositives qui m'ont été passées par mon ami le professeur Patural qui travaille à Saint-Étienne, qui a retrouvé ce que disait un scientifique du XVIIIe siècle, Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin. Une autre chose très dangereuse pour l'enfant est de couper le cordon ombilical trop tôt. Celui-ci devrait toujours rester attaché jusqu'à ce que l'enfant ait respiré à plusieurs reprises, pardon pour la faute d'orthographe, et jusqu'à ce que toute pulsation du cordon ait cessé. Autrement, l'enfant sera beaucoup plus faible, une partie du sang restant dans le placenta alors que ce sang aurait pu bénéficier à l'enfant. Le stock de fer d'un nouveau-né à terme est évalué à 75 mg par kilo contre 55 mg par kilo chez l'adulte. Quels sont les facteurs qui vont affecter l'accumulation de fer pendant la grossesse et l'accouchement? Le statut martial de la femme enceinte, l'âge gestationnel et le poids de naissance et le délai de clampage du cordon. Et l'on sait, et je pense que Patrick Tougnon va en parler, je ne sais pas si aujourd'hui ou demain, que le statut en fer à la naissance est prédictif de l'anémie ultérieure et que la carence martiale est quelque chose d'extrêmement prévalent en Europe, puisqu'on imagine qu'à peu près 3 à 7% des enfants européens ont une anémie hypochrome. Donc c'est un vrai problème avec toutes les conséquences qu'il n'est pas de ma compétence de rappeler ici. Lorsque le cordon n'est pas clampé, il est estimé qu'il y a un passage de 25% du sang du placenta vers le nouveau-né en quelques secondes et que la quantité qui passe est de 50 à 75% après 1 minute. Et donc en 2 à 3 minutes, on peut avoir une transfusion de 25 à 35 millilitres par kilo. Et les recommandations internationales pour transfuser un nouveau-né, notamment un prématuré qui a une anémie, c'est de faire 15 voire 20 millilitres kilo. Donc là, on a la possibilité d'avoir une transfusion qui est très importante, ce qui, avec un taux d'hémoglobine de 170 grammes par litre, correspond à un stock en fer de l'ordre de 50-60 mg, ce qui permet d'assurer des besoins en fer pendant probablement 3 mois. Donc il y a de vrais arguments physiologiques. Enfin, une petite particularité pour le prématuré, il ne dispose que de la moitié du volume sanguin total placento-fœtal, alors que c'est 2/3 pour le nouveau-né à terme. Et enfin, si, pour le prématuré, on effectue un clampage retardé de 45 secondes, on a une augmentation d'à peu près 1/4 du volume sanguin total.
Et donc, c'est plus facile et moins cher que des transfusions postnatales. Le prix de la transfusion en France a horriblement augmenté. C'est de l'ordre de probablement 1000 à 1200 euros. Et donner de l'érythropoïétine n'est pas anodin également. Alors, j'ai essayé de regarder quelques études de la littérature. Il y en a énormément, énormément. Et j'ai essayé de sélectionner les plus récentes. Voici donc ce que j'ai retrouvé. Cette méta-analyse qui a été effectuée par des auteurs anglais, publiée il y a 7 ans dans JAMA Pediatrics, concerne 7 études randomisées contrôlées, ayant inclus 500 enfants de moins de 33 semaines, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas énorme, et qui évaluaient l'efficacité et l'absence de conséquences graves de faire ce qu'on appelle la traite du cordon à la naissance. Et donc, ils ont regardé un certain nombre de choses en comparant donc le groupe UCM donc pour traite du cordon et les sujets qui n'en avaient pas bénéficié par rapport à la mortalité. Vous voyez qu'il n'y a pas d'effet ni favorable ni défavorable. Il y a 4 études qui auraient plutôt tendance à montrer un effet favorable mais non significatif, et une étude qui montre plutôt un effet défavorable. Donc au total, avec ces 5 études, aucun impact sur la mortalité, ni dans un sens ni dans l'autre. Quand on regarde maintenant l'oxygénodépendance à 36 semaines, on a 4 études qui ont été utilisées. Aucune des 4 n'atteint la significativité, sauf la plus importante, qui est à la limite. Et la combinaison des 4 études permet de dire qu'avec la traite du cordon à la naissance, on diminue l'incidence de l'oxygénodépendance à 36 semaines. Et quand on regarde les hémorragies intraventriculaires de tout grade, on a également, avec 4 études, 5 études, dont une très puissante, une diminution du risque d'hémorragie intraventriculaire de grades les plus sévères, de tout grade. Alors diminuer les grades 1 et 2, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais bon, peu importe. Et puis quand on regarde d'autres paramètres, il n'y a également aucune différence statistiquement significative, que ce soit la survenue des entérocolites nécrosantes, des leucomalacies périventriculaires et des rétinopathies, du sepsis tardif et de la persistance du canal artériel. Moins de 33 semaines. Bon, mais moins de 33 semaines. Donc c'est toujours pareil, moins de 33 semaines, ça mélange des 24 semaines et des 27 semaines et des 32 semaines, et ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs. Donc cette étude, elle est intéressante, mais ce n'est pas la plus déterminante pour nous aider à trouver une position à prendre. Cette deuxième étude est importante parce qu'elle aura un suivi qui apparaîtra dans les diapositives suivantes. Elle a été essentiellement menée par les Australiens et les Néo-Zélandais, publiée en 2017. Vous voyez que là, il y a 1500 enfants de moins de 30 semaines. Donc c'est déjà plus précis. Et ils ont été répartis en 2 groupes. Donc ICC, c'est Immediate Cord Clamping, donc c'est le clampage immédiat du cordon. Et DCC, c'est Delay, donc le clampage retardé. L'objectif principal, qui est maintenant un peu la mode, c'est ce qu'on appelle un objectif composite qui va apprécier à la fois décès et ou morbidité importante à 36 semaines. Et donc eux, ils ont choisi les lésions cérébrales importantes, l'entérocolite nécrosante, la rétinopathie du prématuré et le sepsis tardif. Et donc, quand on regarde, on voit que finalement, il n'y a pas de différence significative. Alors, ils ont essayé de faire la différence selon le sexe entre les petits garçons et les petites filles, et il y aurait peut-être une incidence favorable pour les petits garçons et peut-être une incidence défavorable pour les petites filles, mais en tout cas, ce n'est pas statistiquement significatif. Ils ont regardé en fonction de l'âge gestationnel, ils ont regardé en fonction du mode de naissance, et quoi que l'on fasse, la conclusion est que le clampage retardé n'a aucun impact délétère sur la survenue d'un certain nombre de critères. Et c'était l'objectif essentiel de l'étude. Une autre étude qui a été menée en Amérique du Nord, qui a comparé cette fois le clampage retardé et la traite du cordon vis-à-vis de la survenue soit d'un décès, soit d'une hémorragie intraventriculaire sévère. Et donc il y avait 230 enfants dans chaque groupe, des enfants de 23 à 31 semaines, 9 centres de réanimation néonatale, 4 pays différents, sur à peu près un peu plus d'1 an.
C'était une étude de non-infériorité. C'est-à-dire que, donc ça, c'est très important dans le design de l'étude. Je ne suis pas statisticien, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais c'est une étude de non-infériorité. Donc il y a des critères de tests statistiques très précis. L'objectif principal, donc décès et ou hémorragie intraventriculaire, 12% pour la traite du cordon, 8% pour le clampage tardif, ce n'est statistiquement pas significatif, bien qu'il y ait une augmentation de 50%. 8% plus 4 égale 12%. Si on regarde maintenant les hémorragies intraventriculaires, c'est 8% dans la traite du cordon versus 3% pour le clampage tardif, et là, c'est statistiquement significatif. Et si on regarde les hémorragies intraventriculaires pour les 23-27 semaines, c'est quasiment 4 fois plus avec la traite du cordon, et c'est également significatif, alors qu'entre 28 et 31 semaines, ce n'est pas significatif. Et donc, pour ces raisons, le comité qui effectue les études de safety et les études par intérim a décidé de terminer précocement cette étude parce qu'il y avait des résultats suffisants pour montrer que, par rapport à un simple clampage retardé, la traite du cordon avait des effets potentiellement délétères vis-à-vis des hémorragies intraventriculaires sévères. Et peut-être que s'il y avait eu plus d'enfants, on aurait eu également un objectif composite qui aurait été atteint, c'est-à-dire également une augmentation du nombre des décès. Cette étude plus récente, qui a été publiée en 2021, est une étude rétrospective qui a été effectuée entre 2016 et 2018 chez 2500 enfants entre 22 et 28 semaines, 400 traites du cordon et 1400 clampages tardifs. Donc c'était une étude qui avait été faite pour autre chose. C'est pour ça qu'il y a un déséquilibre entre les deux groupes et qu'il y a beaucoup moins de traites du cordon. Et compte tenu de ce qui avait été publié auparavant, ils ont voulu voir sur une population quand même importante de 2500 enfants ce qui se passait sur une étude non prospective, bien évidemment. Et ils ont repris l'objectif principal de l'étude précédente, c'est-à-dire hémorragie intraventriculaire sévère et ou décès. Quand on regarde dans les deux groupes, il n'y a pas de différence statistiquement significative. On a un odds ratio qui est de 1,45, mais qui va de 0,93 à 2,26, donc il y a de grandes variations. Mais c'est quand même un taux de 19% dans le groupe clampage tardif versus 28%. Alors ce n'est pas significatif, mais c'est quand même 50% au-dessus. Mais ce n'est pas significatif, on est bien d'accord. Donc on ne peut pas tirer de conclusion. Si on regarde maintenant d'autres objectifs, la mortalité, il n'y a pas de différence. 10%, 14%, bon, là on ne peut rien dire. Si on regarde les hémorragies intraventriculaires sévères, c'est quasiment 2 fois plus, et là c'est significatif. C'est-à-dire que le risque est augmenté de 70% dans une étude rétrospective qui n'était pas faite pour ça et qui corrobore les résultats d'une étude prospective. Et si on regarde chez les enfants de 22-24 semaines, il n'y a pas de différence. Et chez les 25-28 semaines, il y a de nouveau 2 fois plus d'hémorragie sévère chez ces enfants. Donc on a vraiment maintenant des arguments pour dire qu'à la date des connaissances d'aujourd'hui, il ne faut pas faire de traite du cordon. Si on regarde cette étude australienne dont j'ai parlé au tout début, qui vient d'être publiée là dans le Lancet Child Adolescent Health en mars 2022, donc c'est la poursuite de cette étude australienne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc 1500 enfants, moins de 30 semaines, inclus entre 2009 et 2017, dans 7 pays différents, avec la moitié d'entre eux qui ont un clampage retardé, c'est-à-dire au moins 1 minute de vie, versus l'autre moitié, 750, avec un clampage précoce, c'est-à-dire dans les 10 secondes suivant la naissance. Et ces enfants ont été suivis à l'âge de 2 ans, et ils se sont fixé un objectif principal qui est un critère composite associant décès et ou morbidité neurologique sévère, c'est-à-dire soit paralysie cérébrale, soit troubles importants de la vision, voire cécité, surdité nécessitant un appareillage, des troubles sévères du langage et un retentissement important sur le développement cognitif. Juste pour se donner une idée de la population, 1/3 d'enfants de moins de 27 semaines, un peu plus de garçons que de filles et une majorité de singletons. Parmi ces 1500 enfants, ils ont pu en suivre 1400 jusqu'à l'âge de 2 ans. Et cet objectif, ce score composite décès et ou morbidité sévère,
est de 29% pour le clampage retardé et 34% pour le clampage précoce. Et ça, c'est statistiquement significatif. Si on regarde les décès, c'est 8% pour le clampage retardé et 11% pour le clampage précoce. Et ça, c'est également statistiquement significatif. Et si on regarde les séquelles majeures, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc, le clampage retardé par rapport au clampage tardif n'induit aucune morbidité néonatale ou décès néonatal supplémentaire, mais à l'inverse, lorsque l'on suit à l'âge de 2 ans, on a une diminution du nombre de décès et peut-être une diminution du nombre de séquelles neurologiques graves. La taille de la population et le design ne permet pas d'y répondre, mais on peut l'imaginer. Donc il y a une revue récente qui a été très très bien faite par des auteurs de différents pays et qui montre finalement les questions que l'on peut se poser sur le retard au clampage du cordon. Il n'y a pas de données scientifiques montrant que ça a le même impact au cours de la césarienne qu'au cours de la voie basse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais on n'a pas de données précises. A priori, il n'y a pas de raison que ce soit dangereux après césarienne versus voie basse. Et donc, si c'est bénéfique pour la voie basse, ça peut être bénéfique pour la césarienne, mais on ne peut pas le dire actuellement. Et il y a très peu de données pour le retard de croissance intra-utérin, parce que les populations d'études ne permettent pas d'y répondre. On sait quand il y a un retard de croissance intra-utérin prolongé, il peut y avoir une polyglobulie à la naissance, et faut-il en rajouter encore chez ces enfants polyglobuliques? On ne sait pas répondre, et il en est de même pour les jumeaux issus de grossesses monocoriales, parce qu'il y a déjà ces phénomènes de transfuseurs transfusés chez les jumeaux. Mais à l'inverse, on sait que grâce au clampage retardé, il y aura plus de transfusion du placenta vers l'enfant, que l'on va augmenter le taux d'hémoglobine, que l'on va augmenter la saturation en oxygène, que l'on va améliorer l'oxygénation tissulaire cérébrale, ça a été mesuré par spectroscopie dans le proche infrarouge, et que l'on va améliorer le débit du ventricule gauche, bien évidemment. Et donc les effets bénéfiques, alors là encore il faut s'entendre de qu'est-ce que c'est qu'un clampage retardé, c'est au moins 1 minute et probablement inutile d'aller au-delà de 3 minutes. Et ces avantages sont pour des enfants à terme, là on parle bien d'enfants à terme, c'est-à-dire la population qui correspond à 90 à 95 à 97% des naissances, aussi bien pour les pays dits riches que pour les pays dits non riches. Donc on va diminuer l'anémie et le déficit, la carence martiale. On améliore l'hémodynamique, on améliore l'oxygénation artérielle périphérique, on améliore le rythme cardiaque, on améliore le débit sanguin, on améliore l'oxygénation cérébrale et on n'a pas pu montrer que cette transfusion ainsi obtenue augmentait le risque d'ictère, le recours à la photothérapie et donc le risque d'ictère nucléaire qui pourrait être une situation auquel on pourrait être exposé avec des sorties extrêmement précoces de maternité et des enfants qui ne sont plus suivis. Donc actuellement, on n'a pas ces arguments. Et alors comment conclure simplement ? Le clampage retardé du cordon est bénéfique pour le nouveau-né à terme et pour le prématuré sans être délétère pour la mère. Il est recommandé par l'OMS, il est recommandé par les sociétés savantes du Canada, il est recommandé par l'Association européenne de médecine périnatale et il est recommandé par l'ILCOR. Et donc, ce ne sont certes que des recommandations, mais j'espère vous avoir convaincu que c'était quelque chose qu'il fallait faire systématiquement, que son implémentation en tant que telle n'était pas si difficile que ça. Alors, parce que pratiquement, quand on le fait depuis des années, c'est très facile, mais pour y arriver, il faut convaincre. Donc il faut avoir la volonté de prendre du temps pour aller convaincre qui ? Les sages-femmes et les obstétriciens. Et je vous assure que c'est tout à fait possible. Nous, on l'avait mis en place au tout début des années 2000. Pour différentes raisons, on s'est aperçu, sans que l'on sache pourquoi, que ça s'était complètement arrêté, alors que personne n'avait modifié un protocole ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça fait partie des choses qui disparaissent. On l'a remis en place et c'est quelque chose qui est fait, je ne dis pas systématiquement, mais pas assez, en tout cas très systématiquement pour les prématurés et pas encore chez les nouveau-nés à terme, donc on a encore du travail. Mais sincèrement, avec les connaissances scientifiques aujourd'hui, il faut le faire. Merci pour votre attention.